L'Ukraine frappe au cœur du système énergétique russe, une semaine qui a tout changé. Dans une guerre, une semaine peut suffire à bouleverser des équilibres que l'on croyait solides. C'est précisément ce qui s'est produit lorsque l'Ukraine a mené une sursulaire d'attaque profonde contre les infrastructures pétrolières russes, infligeant un choc brutal à l'économie énergétique de la Russie de Vladimir Poutine. Tout commence le 23 mars, lorsque des drones ukrainiens frappent le port stratégique de Primorsk. Ce port, capable de stocker d'immenses volumes de pétrole brut et de produits raffinés, est un pilier des exportations énergétiques russes en mer Baltique. Les premières explosions déclenchent des incendies dans les réservoirs de carburant. Un signal clair que ces installations, autrefois considérées comme sécurisées, ne le sont plus. Mais cette attaque n'était que le prélude. Le 31 mars, une nouvelle frappe d'ampleur vise le complexe portuaire d'Oust-Louga, un hub énergétique majeur traitant jusqu'à 700 000 barils par jour, ainsi que d'autres exportations essentielles comme le charbon, les céréales et les engrais. Cette installation représente à elle seule une part critique des flux commerciaux russes. En réalité, cette frappe était la 4e en une semaine contre ce même site. Ce qui se dessine alors n'est plus une série d'opérations isolées, mais une campagne systématique. Pendant 7 jours, les drones ukrainiens ont frappé à répétition les ports de Oust-Louga et Primorsk, contournant ou saturant les défenses aériennes, parcourant des centaines de kilomètres pour atteindre des cibles considérées comme hors de portée. Les conséquences sont immédiates et spectaculaires. Le 25 mars, plusieurs navires-citernes sont détruits à Oust-Louga, entraînant la perte de dizaines de milliers de tonnes de carburant. Le 29 mars, 3 autres pétroliers, totalisant environ 90 000 tonnes, sont anéantis dans un incendie massif. Au total, en quelques jours, des volumes considérables de pétrole partent en fumée, accompagnés de dégâts structurels majeurs sur les infrastructures portuaires. À Primorsk, le scénario est similaire. Incendie, interruption des opérations et suspension répétée des activités pour contenir les dégâts et évaluer les pertes. Les autorités russes sont contraintes d'arrêter le chargement de pétrole à plusieurs reprises, une mesure exceptionnelle qui illustre la gravité de la situation. Mais le véritable impact dépasse la destruction matérielle. Le trafic maritime chute brutalement. Là où une dizaine de pétroliers chargeaient habituellement à Primorsk chaque semaine, seuls 4 ont pu le faire durant cette période. À Oust-Louga, la baisse est encore plus sévère, atteignant jusqu'à 80%. Cette contraction du flux logistique se traduit directement par une chute des exportations. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les exportations quotidiennes de pétrole russe passent d'environ 4,1 millions de barils à près de 2,3 millions. Autrement dit, près de 1,8 million de barils par jour ne trouvent plus preneur. Cette baisse intervient pourtant dans un contexte favorable pour Moscou. Les prix du pétrole étaient en hausse, notamment en raison des tensions au Moyen-Orient. Mais cette hausse n'a pas suffi à compenser l'effondrement des volumes exportés. Résultat, les revenus hebdomadaires chutent drastiquement, passant d'environ 2,45 milliards de dollars à 1,44 milliard. Plus d'1 milliard de dollars de recettes potentielles disparaissent, autant de ressources en moins pour financer l'effort de guerre. Ce que les sanctions occidentales ont mis des années à tenter d'accomplir, l'Ukraine l'a partiellement réalisé en quelques jours. Perturber directement la capacité de la Russie à exporter son pétrole. Au-delà des chiffres, un message stratégique émerge clairement. Les infrastructures énergétiques russes, même situées loin du front, ne sont plus intouchables. Elles sont désormais vulnérables, exposées à des frappes répétées et imprévisibles. Et surtout, rien ne garantit que ces attaques ne se reproduiront pas. Ainsi, cette semaine de feu marque peut-être un tournant. La guerre ne se joue plus uniquement sur les lignes de front, mais au cœur même du système économique russe. Une évolution qui redéfinit les règles du conflit et place Moscou face à une menace nouvelle, diffuse et profondément déstabilisante. Et puis, tout a changé. L'Ukraine a intensifié ses frappes ciblées à l'aide de drones, multipliant les attaques contre des infrastructures stratégiques. Désormais, ce que la Russie espérait encore exploiter s'est embrasé sous les frappes ukrainiennes visant les ports de la Baltique. En l'espace de 7 jours seulement, Kiev a accompli ce que les sanctions internationales n'avaient pas réussi à produire en plusieurs années. Cette évolution a précipité l'économie russe, qui venait à peine de connaître un bref répit, vers une trajectoire de dégradation accélérée. Nous reviendrons sur les implications économiques plus loin. Il convient d'abord d'examiner les limites des sanctions occidentales, dont l'inefficacité relative semble avoir suscité une réponse directe. La réduction active, par l'Ukraine, des exportations énergétiques russes. Il serait toutefois excessif d'affirmer que les sanctions occidentales ont totalement échoué face à la machine de guerre du Kremlin. Elles ont bel et bien entamé, dans une certaine mesure, la capacité de Vladimir Poutine à financer le conflit. Comme l'ont souligné plusieurs analyses économiques, entre le début de l'invasion et août 2025, ces mesures auraient privé la Russie d'environ 100 milliards de dollars de revenus, autant de ressources qui n'ont pu être mobilisées ni pour la solde des troupes ni pour la production d'équipements militaires. Ce résultat est significatif, mais demeure insuffisant. En effet, sur une période de plus de 3 ans,
ces pertes restent modestes au regard des revenus énergétiques persistants de la Russie. Rien qu'en 2024, Moscou a engrangé environ 235 milliards de dollars grâce à ses exportations de pétrole et de gaz. Ce chiffre dépasse même légèrement celui de 2023 et reste proche des niveaux d'avant-pandémie, révélant ainsi les limites structurelles du régime de sanctions. Cette réalité souligne un paradoxe stratégique. Malgré les restrictions, les flux financiers issus des hydrocarbures ont continué d'alimenter l'effort de guerre russe. À cela s'ajoute le rôle déterminant de la flotte fantôme, un réseau de pétroliers mis en place pour contourner les sanctions, dont la mise en œuvre aurait nécessité plus de 14 milliards de dollars. Ce dispositif a permis à Moscou de maintenir des circuits d'exportation parallèles, aggravant ainsi les failles du système de contrôle international. Les sanctions, en théorie, constituent un instrument puissant. En pratique, leur efficacité dépend étroitement de leur application et de la cohérence géopolitique globale. Or, ces deux éléments ont été fragilisés par des événements récents. Le déclenchement des opérations Epic Fury et Roaring Lion a profondément bouleversé l'équilibre énergétique mondial. Bien que dirigées contre l'Iran et conçues comme des démonstrations de force militaire, ces opérations ont indirectement créé une fenêtre d'opportunité pour la Russie. La perturbation des flux pétroliers, notamment en raison des tensions autour du détroit d'Ormuz, a entraîné une hausse significative des prix de l'énergie. Dans ce contexte, le Kremlin a temporairement bénéficié d'une augmentation de ses revenus. Au cours des premières semaines de la crise, les recettes issues des combustibles fossiles ont connu une progression notable, illustrant la dépendance persistante des marchés mondiaux à l'offre énergétique. Parallèlement, certaines décisions politiques ont accentué cette dynamique. À la fin du mois de mars, les États-Unis ont procédé à un assouplissement temporaire de certaines sanctions visant des navires russes, autorisant notamment le déchargement de cargaisons déjà en transit. Bien que limitée dans le temps et dans son champ d'application, cette mesure a suscité de vives critiques sur la scène internationale. Des dirigeants européens, dont Emmanuel Macron, ont exprimé leurs réserves, estimant qu'un tel signal risquait d'affaiblir la crédibilité du dispositif de sanctions. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé une décision susceptible de renforcer indirectement les capacités financières de la Russie, évoquant un apport potentiel de plusieurs milliards de dollars au financement de la guerre. Même si ces mesures restent temporaires, elles révèlent une tension fondamentale entre impératifs économiques mondiaux et objectifs stratégiques. Toute flexibilisation, même limitée, peut ouvrir la voie à des ajustements plus durables, en particulier dans un contexte de volatilité énergétique prolongée. Face à cette situation, l'Ukraine a opéré un choix stratégique clair. Plutôt que de dépendre exclusivement de mécanismes économiques dont l'efficacité demeure partielle, Kiev a opté pour une approche directe, frapper les infrastructures critiques à la source. Ainsi, si les sanctions traditionnelles n'ont pas suffi, une semaine d'opérations aériennes ciblées a permis d'en amplifier concrètement les effets. Cette stratégie nous ramène aux ports clés de la Baltique, notamment Oust-Louga et Primorsk, ainsi qu'à l'ensemble du corridor énergétique maritime russe. Dans cette nouvelle phase du conflit, la guerre économique et la guerre cinétique ne s'opposent plus. Elles convergent désormais, redéfinissant les rapports de force sur un terrain où la logistique énergétique devient une cible stratégique de premier ordre.